Pour nous, le mont Pinatubo, c'est juste une montagne, ce n'est pas du tout un volcan. Cela ne devait être qu'une montagne endormie et inoffensive. Le pire est encore à venir aux Philippines. Le mont Pinatubo est sur le point d'exploser. Ce fut l'une des pires éruptions volcaniques de l'histoire. Suivie en direct par le monde entier. Des premières secousses jusqu'à l'explosion finale. Le réservoir magmatique fait entre 40 et 90 km3. Les éruptions du Pinatubo peuvent anéantir toute trace de vie dans un rayon de 10 à 20 km. Allons voir de plus près. Ok, procédure standard, j'accélère. C'est un déluge de cendres qui s'abat actuellement sur le mont Pinatubo. On avait plus de 500 000 personnes qui vivaient sous la menace directe du volcan. Comment on évacue si ça empire? Et là, nous voyons un énorme nuage. Et ça pourrait créer un véritable hiver volcanique. Il disait, c'est la fin du monde, repentez-vous, repentez-vous. Si quelqu'un m'avait dit que j'assisterais un jour à l'une des plus grosses éruptions des 100 dernières années et qu'il y aurait au même moment un typhon, j'aurais dit non, cela n'existe que dans les films catastrophes. Quand il y a une éruption, l'aiguille fait. C'est l'un des sons les plus terrifiants que j'ai entendus. « 15 juin 1991, aux Philippines, en Asie du Sud-Est. Un volcan parmi les plus dangereux au monde s'apprête à exploser. Dépêchée sur place, une équipe de journalistes scrute le moindre signe annonciateur de l'éruption. Les volcanologues philippins nous ont prévenu qu'une éruption était imminente. Mais ils ne savaient pas quand elle surviendrait exactement. Et puis soudain, il y a eu comme un tremblement de terre. J'ai dit au chauffeur, t'as senti ça? Il a dit, oui, la terre bouge, Shari. Mes collègues se sont mis à crier. Mon caméraman a dit, ça explose! L'éruption va marquer l'histoire de la volcanologie et avoir un impact sur le monde entier. L'énergie déployée équivaut à celle de 350 bombes nucléaires. Regardez! À droite! Et là, nous voyons un énorme nuage qui arrive droit sur nous. Et j'ai dit au chauffeur, plus vite, ça se rapproche! La scène, filmée depuis la voiture des journalistes en fuite, montre la violence du phénomène. À l'image, ce qui apparaît comme étant l'horizon est en réalité un nuage de cendres qui avance à plus de 100 km/h. Vous pouviez entendre le grondement. Imaginez, 100, 200 chevaux. C'est le bruit que cela faisait. Et puis vous pouviez voir des roches avec des éclairs, des étincelles. J'étais face à la mort. Malgré la peur, les photographes immortalisent l'instant. Un moment extraordinaire, figé sur pellicule.
Pour moi, c'est évident, je vais mourir. Parce que c'est trop rapide. Comment pouvez-vous vous en sortir? C'est impossible. L'éruption du Pinatubo fait craindre le pire. L'impact de son panache de fumée sera planétaire. Une situation que personne, pas même les volcanologues, n'aurait pu concevoir 3 mois auparavant. Mardi 2 avril 1991, les vacances d'été commencent aux Philippines. Depuis Manille, la capitale, les cars se remplissent, les avions décollent. Destination, les plateaux des rizières en terrasse et les lagons d'eau bleu turquoise. Si d'un côté, la population part se ressourcer, ce n'est pas le cas pour le groupe d'experts du FIVOLCS, l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Ils sont mobilisés sur un phénomène qui vient tout juste d'apparaître. Je m'appelle Maria Ionila Bautista. Je suis géologue au FIVOLCS depuis l'obtention de mon diplôme en 1984. J'ai fait toute ma carrière ici. À l'époque, en 1991, je travaillais avec un groupe de géologues en charge de la surveillance des volcans. La scientifique connaît bien la singularité géographique des Philippines. L'archipel est en effet situé sur ce que les volcanologues appellent la ceinture de feu du Pacifique. Un alignement de volcans actifs qui s'étend de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Chili. Les Philippines se trouvent sur une zone dite de subduction parce qu'on a la plaque eurasienne qui subduque, donc qui va s'enfoncer sous la plaque philippine. On a une plaque qui va aller sous une autre. Et ici, on a une zone de création de magma dans le manteau. Et ce magma qui est créé ici va remonter, être stocké dans la croûte et après donner un volcan en surplomb, en fait. Aux Philippines, il y a, je crois, à peu près recensé 50 et quelques volcans plus ou moins actifs. Il y a des volcans qui sont en activité quasiment permanente, comme le Mayon ou le Taal. Ces 2 volcans sont de catégorie explosive. Leur éruption crée un panache et des coulées de cendres capables de tout détruire dans leur environnement. Ils se différencient des volcans effusifs aux lentes coulées de lave, comme ici en 2016 à La Réunion, près du cratère du Piton de la Fournaise. La grande majorité des volcans actifs est connue des scientifiques. Un relief montagneux va pourtant les surprendre. Son nom, le mont Pinatubo. Ce sont des religieuses qui nous ont alertés sur les explosions. Elles enseignaient alors le catéchisme à une tribu indigène, les Ayetas. Elles nous ont dit, avec les membres de la tribu, nous avons entendu plusieurs explosions. Et ensuite, on a vu 4 jets de vapeur. Nous avons très peur que la situation s'aggrave. L'information est d'autant plus inquiétante que les scientifiques ne savent quasiment rien de ce mont Pinatubo. Nous n'avions pas d'équipement sur ce volcan. Il n'était pas du tout surveillé. Le mont Pinatubo? Nous ne connaissons pas ce mont Pinatubo. Nous ne savons pas si c'est un volcan. Pour nous, c'est juste une montagne. Ce n'est pas du tout un volcan. Le Pinatubo, c'était un pic plutôt arrondi, entièrement recouvert de forêt. C'est pour ça que, à première vue, quand on regardait le paysage, on ne pouvait pas forcément se douter qu'il y avait un volcan à cet endroit. Même, il y avait une étude en 1909 qui avait conclu que le Pinatubo n'était pas un volcan par rapport aux observations. Que cachent ces explosions observées par les religieuses? Le mont Pinatubo va bientôt révéler au grand jour sa vraie nature. « 24 heures plus tard,
les scientifiques du FIVOLKS se rendent sur place. Leurs images, prises depuis l'hélicoptère, montrent les prémices d'une explosion volcanique. 4 fumerolles de taille importante qui jaillissent de la montagne. Et ce n'est pas tout. Immédiatement, nous avons pris la décision de faire des mesures au sol. Les sismographes qu'on a installés ont tout de suite détecté des centaines de tremblements. Ils ont installé 5 sismomètres tout autour du volcan et là, ils ont enregistré jusqu'à 500 secousses par jour. Mais la question, puisqu'il n'y avait eu aucune surveillance avant, c'était de savoir est-ce que ces secousses, ça correspond, on va dire, au comportement normal du volcan, ou alors est-ce que c'est le signe d'une réactivation de tout le système qui potentiellement représente un risque d'éruption? Ces manifestations montrent en réalité le premier signe d'une éruption explosive. Les scientifiques l'appellent éruption phréatique. À 10 km sous terre, 2 types de roches en fusion s'apprêtent à se mélanger. D'un côté, un magma dit dacitique, visqueux et chargé en gaz. De l'autre, un magma dit basaltique, particulièrement liquide et chaud. Le mariage crée un gigantesque cocktail explosif. Il se meut à travers la roche de la croûte et chauffe l'eau des nappes phréatiques. Une éruption phréatique, c'est quand une poche d'eau souterraine explose à cause d'un magma sous-jacent qui chauffe la chambre. Donc l'eau de la chambre se transforme en vapeur, comme dans une cocotte minute volcanique. Face aux dangers qui se profilent, les scientifiques philippins en appellent à leurs homologues internationaux. Les scientifiques philippins manquaient de matériel pour anticiper l'ampleur de l'éruption à venir. Alors, ils ont appelé l'USGS. L'USGS, c'est l'Institut d'études géologiques des États-Unis, donc qui se charge en fait de la surveillance sismique et volcanique sur le territoire américain, mais également ils ont un service d'assistance envers d'autres pays. Notre mission était de pouvoir envoyer rapidement une équipe et du matériel en cas de crise volcanique. Alors nous avons rassemblé rapidement notre équipement et nous sommes allés aux Philippines pour aider le FIVOLKS. Andy Lockhart et ses collègues américains n'imaginent pas encore qu'ils vont assister à la plus grande éruption volcanique depuis 100 ans. Mardi 23 avril 1991, 3 semaines après ses premiers signaux, le mystérieux mont Pinatubo va livrer tous ses secrets. À 20 km du volcan, sur une base américaine, tous les scientifiques sont réunis pour une opération de grande ampleur. C'était le seul endroit où il y avait de l'électricité et du courant. Le réseau téléphonique était fiable et nous avions l'aide de l'armée américaine pour gérer la logistique. Mais le plus important, c'était que nous pouvions disposer de 2 hélicoptères. C'était indispensable pour nos observations et l'installation de nos stations de surveillance autour du Pinatubo. Dans ce combat avec le volcan, les soldats sont spectateurs. Ils filment les scientifiques dans leurs investigations et il y a du travail. Avant d'alerter la population, les volcanologues doivent connaître le passé du mont Pinatubo, la date et l'ampleur de ces anciennes éruptions. Les scientifiques ont dû faire une véritable enquête policière. Donc ils ont échantillonné du charbon de bois carbonisé et ils l'ont daté au carbone 14. Et ils ont pu reconstituer une histoire éruptive.
Selon nos calculs, la plus récente éruption date de 600 ans. Mais on trouve des traces d'explosions qui datent de 3000 ans et de 5000 ans. Les éruptions sont donc fréquentes. Elles se produisent régulièrement toutes les centaines, voire milliers d'années. En cette année 1991, le mont Pinatubo est bien dans un cycle de réveil. Est-il pour autant dangereux? La réponse sera bientôt donnée avec l'établissement de son VEI, l'indice d'intensité volcanique. Nous disposons d'une échelle de mesure de l'intensité, de la magnitude des éruptions volcaniques, qui est basée sur plusieurs paramètres, notamment le volume éjecté, la hauteur du panache. Le VEI, c'est Volcanic Explosivity Index, qui est basé sur une échelle de 8. À partir des dépôts pyroclastiques du volcan, les scientifiques cherchent à connaître le VEI du mont Pinatubo. À titre de comparaison, l'éruption impressionnante d'un volcan hawaïen en 2018 a été évaluée avec un VEI entre 1 et 2. En allant observer les roches, ils ont vu qu'on avait affaire à un volcan plutôt très explosif, avec des éruptions qu'on appelle pliniennes, c'est-à-dire avec des émissions de gros panaches de cendres, de très fortes retombées, et des coulées pyroclastiques associées qui allaient tout autour du volcan. Les dépôts faisaient plus de 3 mètres d'épaisseur. Quand on voit l'épaisseur et le volume de ces dépôts-là que ça peut représenter, quand on est face à des dépôts énormes de 100-200 mètres d'épaisseur et qu'on est à je sais pas, quelques kilomètres du volcan, on se dit ouais, là, si ça se produit, c'est quelque chose qu'on a du mal à vraiment imaginer vraiment, quoi. C'est impressionnant. Du mal à imaginer, à moins de se référer aux conclusions des scientifiques. Au regard de son passé éruptif, le VEI du mont Pinatubo est de 6. Les éruptions du Pinatubo sont gigantesques. On pourrait même raisonnablement les qualifier de catastrophiques, car elles peuvent anéantir toute trace de vie dans un rayon de 10 à 20 km. Et les observations ne s'arrêtent pas là. La chambre magmatique est colossale. Sous l'écorce du mont Pinatubo, un lac de roches en fusion attend de surgir de terre. Nous pouvons en déduire que le réservoir de magma fait entre 40 et 90 km3. C'est gigantesque et ça nous inquiète. Il faut imaginer ce que c'est qu'un kilomètre cube. C'est un cube d'1 kilomètre de côté. Donc s'il y a un kilomètre cube qui tombe sur Paris, on peut l'étaler sur toute l'Île-de-France. De mémoire d'homme, aucune autre éruption, en dehors du Krakatoa en 1883, dont l'éruption avait causé la mort de 36 000 personnes, n'a été enregistrée. Malheureusement, le bilan du mont Pinatubo pourrait être bien supérieur. En 91, on avait environ 30 000 personnes qui vivaient même vraiment sur les pentes du volcan et dans ses alentours immédiats. Et sur les plaines environnantes, on avait jusqu'à plus de 500 000 personnes qui vivaient sous la menace directe du volcan. Et la menace dépasse largement les frontières de l'archipel. L'éruption du volcan, par la quantité de cendres lâchées dans l'atmosphère, pourrait obscurcir le ciel de la planète entière. Et ça pourrait créer un véritable hiver volcanique parce que toutes ces particules dans la haute atmosphère arrêtent des rayons solaires. À l'époque, j'étais terrifiée. C'était une course contre la montre qui commençait. Et je me disais, comment on évacue les populations si ça empire? Comment on les prévient?
imprévisible volcan. Si le mont Pinatubo est suspecté d'une énorme éruption, le travail de prédiction doit maintenant déterminer quand elle surviendra. Pour mener à bien cette mission, les scientifiques se servent de la composition de l'air autour du volcan. Lorsque le magma monte, les gaz qu'il contient s'échappent à travers des failles de la Terre. Plus il s'approche de la surface, plus l'air ambiant en surface est chargé en dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre, c'est un gaz qui a une odeur relativement âcre, acide quand on est sur un volcan. Et c'est le troisième gaz le plus important qui est émis par les volcans après l'eau et le dioxyde de carbone, CO2. Si les quantités de dioxyde de soufre détectées sont inférieures à 1000 tonnes par jour, cela veut dire qu'il n'y a pas vraiment de risque d'éruption. Mais si les quantités mesurées dépassent les 1000 tonnes par jour, là, il n'y a aucun doute, le magma s'approche. Les mesures sont prises depuis un hélicoptère. Nous avons utilisé un spectromètre de corrélation que nous avons fixé sur un hélicoptère. Nous avons ensuite volé jusqu'au volcan pour traverser les panaches de fumée. Ainsi, nous avons pu voir sur le spectromètre quel était le taux d'émission de dioxyde de soufre. Au début, nous ne mesurions que quelques centaines de tonnes de dioxyde de soufre, mais ça augmentait à chaque nouvelle mesure. Fin mai, nous avons atteint les 5000 tonnes par jour de dioxyde de soufre. En général, quand on a de très grosses augmentations comme ça, aussi importantes, il se passe quelque chose probablement d'anormal sous le volcan et que le magma approche. Les mesures du spectromètre forment un premier faisceau d'indices. Une batterie de sismographes permet de recouper l'information. Ces instruments mesurent les mouvements du sol sous l'influence de la remontée du magma. Et il approche. On a une sorte d'échographie du volcan. On voit le magma qui est à moins 10 km, moins 5 km. Il monte. Tous les voyants sont au rouge. Cela ne fait plus aucun doute. Il faut évacuer les populations en vue de l'éruption prochaine du mont Pinatubo. À moins qu'un étrange phénomène ne vienne perturber la suite des opérations. Depuis le début, les scientifiques établissent un plan d'évacuation des populations à grande échelle. Des centaines de milliers de personnes pourraient être concernées. Notre objectif était de sauver des vies. Nous avons mis en place une échelle de risque. À l'époque, rien n'avait été fait. On a donc imaginé différents niveaux d'alerte qui allaient de 1 à 5. Le niveau 5 étant celui avec un risque maximal d'éruption. Le plan est le suivant. À chaque niveau d'alerte correspond une zone de 10 km autour du volcan à évacuer. Seulement les autorités sont confrontées à un obstacle qui dépasse celui de l'organisation. L'ignorance, voire le déni d'une partie de la population locale. Journaliste vedette sur la plus grande chaîne de télévision du pays, Chari Villa en fait l'amer constat. Je faisais des sujets sur les agriculteurs, les habitants, qui devaient nettoyer leurs maisons à cause des chutes de cendres. Certains d'entre eux en avaient marre, parce que leur maison était toujours sale à cause du Pinatubo. Les gens n'ont pas conscience qu'ils vivent à côté d'un volcan.
À l'époque, cela nous demande beaucoup de travail, car il faut les convaincre qu'il y a un volcan et que ce dernier va exploser de façon violente. Il n'y a pas de temps à perdre. La scientifique Maria Bautista part au contact des habitants et fait de la pédagogie accélérée. Grâce à ces images chocs, ces images d'explosions volcaniques spectaculaires, filmées par le couple français Katia et Maurice Kraft. Si vous allez voir les gens en leur parlant de coulées pyroclastiques, ils ne comprendront pas de quoi vous parlez. Mais si vous montrez cette vidéo et que vous leur dites « Voilà, c'est ce qui va se passer si ça explose », alors votre parole a beaucoup plus d'impact. Une prise de conscience que la mort du couple français va tristement renforcer. Ce 3 juin, non loin des Philippines au Japon, l'éruption d'un volcan de même type que celui du Pinatubo crée une gigantesque coulée pyroclastique. 43 personnes, dont les 2 volcanologues français, sont emportées. Le fait qu'ils soient morts à ce moment-là a donné encore plus de force au message qu'ils essayaient de faire passer à travers leurs images. Mais les efforts des scientifiques sont sur le point d'être réduits à néant par le volcan lui-même. Cela fait plusieurs jours que les tremblements de terre diminuent, que la teneur en dioxyde de soufre de l'air chute. Le magma peut-il avoir stoppé son ascension? S'agissait-il d'une fausse alerte? On a volé en hélicoptère à plusieurs reprises pour voir s'il y avait des fissures dans le sol ou de la vapeur qui sortait. Mais il ne se passait rien. C'était énormément de stress pour nous. Les personnes qui vivaient autour du volcan nous demandaient sans cesse s'il allait entrer en éruption. Et il y avait des rumeurs qui racontaient que le volcan était une histoire inventée de toutes pièces à des fins politiques. À chaque réunion, on nous demande « Êtes-vous vraiment sûr que cela va exploser ? Et si nous déplaçons des gens et que ça n'éclate pas du tout ? On risque de dépenser beaucoup d'argent et d'énergie pour rien. » Quand vous avez un volcan qui montre ses signes d'activité, votre plus grande peur, c'est de ne pas évacuer la population à temps et qu'il y ait beaucoup de morts. Mais vous craignez aussi d'éloigner les gens trop tôt et qu'il ne se passe rien. Cela s'est déjà produit. Et ce n'est pas bon non plus. Le dilemme est le suivant. Évacuer au risque de déplacer des milliers de personnes pour rien, ou ne rien faire et les entraîner vers une mort certaine. Les experts américains de l'USGS, ainsi que le volcanologue français Georges Boudon, ont encore en mémoire la tragédie de 1985 en Amérique du Sud. Une éruption du Nevado del Ruiz en 1985. Donc je suis allé sur cette éruption. Et en fait, cette éruption, elle s'est produite sur un volcan qui culmine à 5800 mètres, le Nevado, qui est couvert de glaciers. Et les ponces qui sont retombées sur les flancs du volcan ont fait fondre la glace et ça a généré des coulées de boue. Il y avait une ville qui s'appelait Ormero et qui a été complètement ensevelie. Il y a eu 25 000 morts, donc c'est quelque chose de considérable. Les volcanologues avaient pourtant établi une carte de risque qui montrait très clairement que la ville pouvait être touchée. Mais en Colombie, les autorités étaient assez incrédules face aux risques volcaniques. C'est comme ça que la catastrophe s'est produite. Démunis face aux caprices du volcan, les scientifiques sont incapables de savoir quelle stratégie adopter. S'ils veulent en savoir plus, ils n'ont d'autre choix que de prendre d'énormes risques.
9 juin 1991. Au camp de base, l'agitation des scientifiques a repris. Le compte à rebours vers une éruption majeure vient brusquement de se réenclencher. Tout à coup, les tremblements de terre qui se produisaient tous au nord-ouest commencent à se déplacer et se rapprochent du sommet. Et puis on enregistre un signal de déformation. Le magma monte, donc le volcan gonfle, faiblement, de l'ordre du millimètre, du centimètre, sur plusieurs kilomètres. En réalité, le magma n'a jamais cessé sa progression. Il était juste plus difficile à localiser avec les capteurs des scientifiques. Ce magma monte, mais il va perdre ses gaz. Parce que le conduit est assez perméable. Il y a une perméabilité qui fait qu'il perd ses gaz vers la croûte. Et donc il arrive en surface, il est partiellement, totalement dégazé. Il nous semblait détecter une sorte de langue de magma à la surface du volcan, mais nous n'en étions pas sûrs. Cette lave en surface serait la preuve irréfutable que l'éruption du Pinatubo est imminente. Plusieurs missions en hélicoptère se mettent en place. Dans l'une d'entre elles, un invité de marque prend place à côté des volcanologues. Le général est arrivé et il est monté dans l'hélicoptère. Nous avons décollé avec lui. C'est la première fois qu'il volait avec nous. Les généraux de la base militaire se méfiaient beaucoup du groupe de scientifiques qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient nous croire. Nous devions gagner leur confiance. L'enjeu est de taille. Si la langue de lave est visible, le commandant ordonnera l'évacuation. La manœuvre est dangereuse. À quelques dizaines de mètres seulement du cratère, les hommes risquent leur vie. Je pense qu'à l'époque, le risque qu'ils ont pris pour Pinatubo, surtout s'ils n'avaient aucune idée de quand ça allait péter, donc forcément, c'était un risque qui était énorme. Après quelques minutes de vol stationnaire, derrière l'épais nuage de vapeur, au milieu des grandes colonnes de fumée, apparues dès le 2 avril, nous avons vu un dôme de lave. Le dôme ressemble à une sorte de vieille pâte à pain desséchée, un peu dure. L'image que je prends généralement en cours, c'est que vous prenez un tube de dentifrice, vous appuyez dessus, et en fait le magma, c'est le dentifrice arrive en surface, mais il est visqueux, et du coup il ne s'écoule pas et il s'accumule au point de sortie. il existe à présent un chemin vers la surface. Le magma sous pression de l'immense chambre magmatique peut à tout moment s'y engouffrer. Le commandant réalise la menace que représente le mont Pinatubo. Il voit le dôme de lave bouger. Il voit ces énormes nuages de cendres sortir du sol. Il prend conscience à cet instant que si la situation dégénère, sa base militaire va être entièrement ensevelie par des coulées de lave. Le général s'est tourné vers son adjoint et lui a dit « Faites-le demain ». Ils ont évacué le lendemain matin. On était le 10 juin. Le 10 juin, les scientifiques émettent leur bulletin d'alerte. L'éruption se produira dans les 24 heures. 15 000 soldats et leurs familles quittent précipitamment la base. La zone à risque, de 30 km autour du volcan, concerne 300 000 personnes. 300 000 personnes fuyant le réveil du mont Pinatubo. C'était un immense soulagement. Mais très vite, il y a eu un retour de bâton. Tous les regards se sont tournés vers nous, du style « Nous avons évacué les gens comme vous nous l'avez demandé. Alors maintenant, quand est-ce que le volcan va exploser? On va attendre longtemps ?»
Nous savions que nous ne disposions que d'une toute petite fenêtre avant que les gens ne veulent retourner chez eux. Mercredi 12 juin 1991. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance aux Philippines. Aujourd'hui marque aussi le début de l'éruption du Pinatubo. Mes collègues m'ont réveillé et m'ont dit que l'éruption avait commencé. Le 12 juin à 8h51 du matin, le volcan a comme lâché prise. Il y a eu une explosion très puissante qui a envoyé un nuage en forme de parapluie entre 22 et 25 km d'altitude. On aurait dit une explosion nucléaire avec le panache en forme de champignon. On voyait le bord de ce champignon venir sur nous. Il est arrivé jusqu'au-dessus de nos têtes, avant de se dissiper. Après 40 minutes, étrangement, l'éruption s'arrête. Les gens exultaient parce qu'ils pensaient que tout s'était bien passé. Tout le monde avait été évacué. Le volcan était entré en éruption sans faire de blessés ni de gros dégâts matériels. C'était parfait. Le drame semble évité, en apparence. Cette première éruption n'est qu'un avant-goût du cataclysme qui se prépare. Le panache de 25 km de haut ne concerne en réalité qu'une toute petite partie du magma, celle du dôme de lave. Il fait une sorte de bouchon pour les gaz qui étaient en dessous, et qui se sont mis donc en fait en surpression, et cette pression a fini par sauter. Ça élargit le conduit en fait. Et en élargissant, ça crée aussi en fait, plus d'espace disponible pour la remontée de magma. La gorge du volcan est maintenant ouverte. Il peut éclater à tout moment. Le magma stocké dans le réservoir a désormais la voie libre. Il est prêt à sortir. C'est le bruit que fait l'aiguille sur le papier. Mais quand il y a une éruption, cela fait... Je vous assure, c'est l'un des sons les plus terrifiants que j'ai entendus. Trois jours plus tard, l'éruption tant redoutée se produit. Il est 13h41 précisément quand le magma sous pression de l'immense chambre magmatique emprunte le conduit. Quand le magma sort de la chambre et monte vers la surface, le gaz qui est dissous dans le magma, comme la pression baisse, eh bien ça fait des bulles de gaz dans le magma. Et à mesure que le magma monte, ces bulles vont devenir de plus en plus grosses. Ça s'accélère parce que quand le magma remonte, ça s'accélère de plus en plus. La vitesse de son ascension est prodigieuse. Les bulles explosent. Le magma est comme pulvérisé. Le volcan s'ouvre, il a une surpression, donc la colonne part d'un seul coup. C'est un peu un coup de fusil. Une colonne composée de lave, de cendres et de roches en fusion s'élève dans les airs. On va avoir une alimentation continue de magma, et donc ça va créer une colonne convective qui va monter jusqu'à à peu près 40 km d'altitude. Le panache, à un moment donné, atteint plus de 400 km de largeur. L'éruption est phénoménale.
Vous êtes confronté à un phénomène qui dépasse tout ce que vous avez l'habitude de vivre. Alors que les scientifiques se pensent à l'abri de tout danger, une réaction en chaîne dévastatrice va compromettre leur sécurité. Quand le panache atteint la stratosphère, la gravité devient trop forte. Résultat, il va s'écrouler sous son propre poids. C'est une avalanche qui comprend des gaz, des blocs, des cendres, tout ça à l'intérieur, il fait entre 600 et 800 degrés. Ça voyage à des vitesses très importantes, jusqu'à 200 km/h. la rapidité de ces coulées pyroclastiques s'explique par leur teneur en gaz. Ces derniers jouent le rôle de coussins d'air, facilitant la progression des débris volcaniques. La trajectoire d'une coulée pyroclastique est normalement déterminée par la topographie et par la gravité. Mais parfois, cela peut changer de direction brusquement, voire même sauter par-dessus les crêtes. Et comme si cela ne suffisait pas, des conditions météo défavorables s'ajoutent au désastre. Une tempête tropicale faite de pluies diluviennes et de vents à 200 km/h se dirige droit sur le volcan en éruption. Dans ces régions, il y a les moussons, les saisons des pluies, typhons, ouragans, cyclones. Si quelqu'un m'avait dit un jour que j'assisterais à l'une des plus grosses éruptions de ces 100 dernières années et qu'au même moment, il y aurait un typhon, j'aurais dit non, c'est impossible. Ça n'existe que dans les films catastrophes. Quand le typhon est arrivé, on a perdu le visuel sur les coulées pyroclastiques qu'on surveillait. Elles avaient déjà parcouru 10 km depuis le sommet. Et nous n'étions qu'à 20 km du volcan. La marge n'est pas énorme. Et subitement, la situation dégénère. Nous n'avions aucune information satellite. Et nos capteurs sont tombés en panne les uns après les autres, à commencer par celui qui était le plus proche du cratère. J'ai regardé l'écran d'ordinateur et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune donnée provenant des stations sismiques. C'était évident qu'une coulée pyroclastique se dirigeait vers nous. Nous sommes sortis de notre camp de base et des roches de la taille d'une bille tombaient du ciel. Elles rebondissaient même sur nos têtes. Les roches qui tombaient sur la base avaient une taille énorme. Leur diamètre est passé de 1 à 6 jusqu'à 10 cm. Il fallait vraiment partir. Les scientifiques quittent la base militaire à la hâte dans l'espoir infime de semer le monstre. Je me souviens, on jetait des coups d'œil pour voir si la coulée pyroclastique n'était pas juste derrière nous. On était effrayés. Comment ne pas l'être? Ce fut le moment le plus terrifiant de ma vie. À quelques kilomètres de là, les journalistes jouent aussi leur survie. Des coulées pyroclastiques les poursuivent. Imaginez, on est sur une route accidentée, la voiture bouge dans tous les sens. On doit rouler à 100 km/h, je crois. On n'arrête pas de dire à notre chauffeur « Accélère, accélère, sinon on va mourir ici !» Contre toute attente, le typhon va aider les reporters à sortir de cet enfer. Il y a comme un énorme coup de vent. Oui, c'est ça. Je sens le vent tourner. Et le nuage de cendres dévie sa course. Et là, on se dit, Dieu merci. Mais les journalistes, comme les volcanologues, ne sont pas encore sortis d'affaire. Le mont Pinatubo ne laisse aucun répit.
2 heures après les premières explosions, l'éruption prend une tournure apocalyptique. Le panache volcanique se mêle aux nuages et aux pluies du typhon. Le jour devient nuit. Croyez-le ou non, mais il est 4 heures de l'après-midi. C'est un déluge de cendres qui s'abat actuellement sur le mont Pinatubo. Il fait tellement noir. On croirait que c'est la fin du monde. Et tout à coup, une pluie de cendres est tombée sur notre pare-brise. On ne pouvait plus rien voir. Comme il y avait le typhon au même moment, les cendres en fait se sont chargées en eau, elles sont devenues beaucoup plus denses. On ne voyait rien. Avec les cendres, on ne pouvait pas avancer. Le problème, c'était le pare-brise. On devait l'essuyer. Il se trouve que nous avions des canettes de soda. On les a vidées sur le pare-brise pour enlever la cendre. Le danger ne tombe pas que du ciel. Les cours d'eau, chargés de cendres eux aussi, sortent de leur lit. Ils forment ce que les scientifiques nomment les lahares. Un lahar peut avancer à 30-60 km à l'heure. Le lahar peut être chaud à 60 degrés. Il peut parcourir parfois des dizaines, voire une centaine de kilomètres. Ça va faire comme une rivière de ciment ou de béton. Et là, c'est dévastateur au possible. D'ordinaire, les lahars arrivent après l'éruption. Mais à cause du typhon, ces coulées de boue se sont formées immédiatement. On entend les lahares couler dans les fossés, un genre de rugissement en bruit de fond. Il y avait beaucoup de gens sur le côté de la route qui demandaient notre aide et qui voulaient monter dans notre voiture. Mais on n'avait plus de place, on ne pouvait rien faire. Ils étaient en train de pleurer et ils disaient « c'est la fin du monde, repentez-vous, repentez-vous ». J'en avais des frissons dans le dos. Après 9 heures d'éruption sans interruption, le mont Pinatubo montre des signes d'essoufflement. Vidée de 10% de son contenu, la chambre magmatique baisse en pression. La pression du magma n'est plus là pour supporter le sommet du volcan. Et cela crée un vide, une caldeira, une sorte de nouveau cratère. Le volcan est soufflé, il est décapité, il est coupé. Il perd d'un seul coup 300 mètres d'altitude. L'effondrement du sommet amorce la fin d'une des pires éruptions de l'histoire. Il y a 3 mois encore, le mont Pinatubo était totalement inconnu. Le voici au centre de tous les regards, considéré par les scientifiques comme un volcan tueur. Pour se mettre en sécurité, des milliers de Philippins ont fui la pluie de cendres et de roches due à l'explosion du Pinatubo. C'était monochrome. Tout était gris. Il n'y avait plus de couleur. Tout était recouvert de cendres. On était comme plongés dans un film en noir et blanc. Certains lieux étaient totalement détruits. Les dépôts de coulées pyroclastiques atteignaient 200 mètres d'épaisseur par endroit. Il y avait un silence de mort. L'éruption a fait table rase de toute vie dans un rayon de 20 km autour d'elle. On recense 350 victimes, mortes pour la plupart sous l'effondrement de toits alourdis par les cendres. Aux conséquences immédiates s'ajouteront les moussons qui, les années suivantes,
réveilleront de nouvelles boues volcaniques dans la région. Au total, le réveil du mont Pinatubo aura causé la disparition de 800 personnes dans la région. Le phénomène aura même un impact planétaire. Ilya Bindeman est un volcanologue, spécialiste des interactions climat-éruption. Selon lui, la quantité astronomique de cendres volcaniques envoyées à 40 km d'altitude a menacé la Terre d'un hiver volcanique. Après l'éruption du mont Pinatubo, à peu près 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre se sont retrouvées dans la stratosphère. Et ils se sont transformés en acide sulfurique. Cela crée des aérosols qui ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la surface de la Terre, comme un bouclier climatique qui a rafraîchi la température globale. L'éruption du Pinatubo a provoqué une chute des températures sur l'ensemble de la planète. Son nuage de cendres a fait 2 fois le tour de la Terre. Le refroidissement a été estimé de 0,5 degrés. La couche d'aérosol a même été observée depuis l'espace. C'est la bande noire visible sur ce cliché pris par une navette spatiale américaine quelques semaines après l'éruption du volcan. Elle a mis 3 ans à s'estomper. De par son ampleur, l'éruption du mont Pinatubo a changé l'histoire de l'humanité. De par leur travail, les scientifiques ont changé l'histoire de la volcanologie. Cela n'a duré que quelques semaines, mais c'est gravé en moi pour toujours. J'ai beaucoup appris avec le mont Pinatubo. Il m'a aidé à être plus en phase avec la nature, à la respecter davantage. Aujourd'hui, le mont Pinatubo est de nouveau endormi. Il reste cependant dans le viseur des scientifiques qui le surveillent. Derrière son allure paradisiaque, il pourrait tout autant qu'hier surprendre tous les pronostics.